êtes bien dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Des sans-domicile fixe hébergés dans un hôpital psychiatrique. C'est une mesure d'urgence pour pallier à la fermeture temporaire des centres d'hébergement. Une mesure qui choque à Marseille. Le conflit à la SNCM, ce sont de gros enjeux financiers avec des millions d'euros à la clé. Mais ce sont aussi des trajectoires, des destins de salariés qui travaillent depuis des dizaines d'années dans la compagnie. La Fédération socialiste du Gard, à son tour, mise sous tutelle. Solferino reproche au secrétaire départemental gardois la mauvaise gestion des comptes sur l'année 2013. Et puis les sacs à main ou les jeans à plusieurs centaines d'euros, ce sera désormais interdit au lycée de Provence dans le 8e arrondissement de Marseille. Le directeur de cet établissement privé a décidé de faire la guerre au bling-bling. Des sans-domicile fixe et des malades psychiatriques réunis au même endroit. Au 19e siècle, on appelait ça des asiles. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer à l'hôpital Édouard Toulouse à Marseille. Pour faire face à la fermeture des centres d'hébergement d'urgence, l'établissement psychiatrique situé dans le 15e arrondissement doit accueillir les SDF temporairement. Un mélange des genres qui choque. Reportage Barbara Tornambé. Des patients refusés et des SDF hébergés. Dès aujourd'hui, le centre hospitalier Édouard Toulouse ouvre ses portes aux sans-abri. Une mesure d'urgence ordonnée par la préfecture. Il a fallu trouver un autre site pour accueillir de manière complètement temporaire des personnes qui ne peuvent être logées jusqu'à la fin de l'été dans l'unité d'hébergement de la Madragueville, dans le 15e arrondissement. On a donc sélectionné un site qui avait quelques locaux disponibles pendant cette période, encore une fois très limitée, dans le cadre d'une gestion d'événements exceptionnels, de gestion de crise. Pourtant, il ne s'agit pas d'un établissement comme les autres, mais d'un hôpital psychiatrique. Cet amalgame entre psychiatrie et précarité inquiète les syndicats et le personnel soignant. Notre souci est de s'assurer que cette solution soit bien une urgence et pas une solution pérenne, puisque nous ne voulons pas qu'un ghetto de pauvreté et de précarité s'installe durablement au sein d'un établissement psychiatrique déjà en très grande difficulté. Au total, une cinquantaine de SDF pourront être accueillis dans l'établissement, mais ce chiffre demeure insuffisant pour les associations en perpétuelle recherche de lits. Si on devait juste avoir la capacité qu'on avait il y a encore 3 ans, il manque 360 lits. Quant à la maire de l'arrondissement, elle souhaiterait que la répartition soit plus équitable à Marseille. À chaque fois qu'il y a un incident quelque part, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est dans le 15e arrondissement qu'on trouve la solution. Et je trouve que Marseille, il y a 16 arrondissements et qu'il n'est pas normal que ce soit toujours les mêmes qui finalement répondent à l'urgence et qui sont toujours mises finalement devant le fait accompli. Une pilule d'autant plus difficile à avaler pour le centre hospitalier Édouard Toulouse où les budgets sont en sévère baisse cette année. Le bureau national du Parti socialiste a décidé hier soir la mise sous tutelle de la Fédération PS du Gard, une tutelle qui revient au secrétaire national à la formation militante et à la rénovation, Aymeric Breyer. Parmi les éléments mis en cause, il y aurait l'impossibilité de valider les comptes 2013 de la Fédération socialiste gardoise, des comptes qui seraient pourtant valides selon Stéphane Tortajada, le secrétaire départemental de la Fédé. Lorsque je trouve le fameux trou où le jugement m'a donné raison, là, si vous préférez, moi je fais en sorte de continuer mon œuvre, entre guillemets, vis-à-vis des militants qui ont été floués. Et aujourd'hui, on fait en sorte de reprendre la main au niveau national. Je ne vous cache pas que je suis très surpris, que je ne comprends pas la motivation de cette tutelle, et c'est les questions que je poserai, puisqu'on me reproche aucune malversation, aucun abus. Depuis 1 mois, il y a une vraie, entre guillemets, chasse à l'homme. Moi, j'ai été légaliste, je n'ai pas parlé pendant 1 mois. Le national n'a pas parlé. Au final, ils me mettent une mise sous tutelle. Vous savez quoi? Ils me redonnent, ma totale liberté d'expression. S'ils veulent, je vais parler de tout maintenant. Il n'y a rien qui va m'empêcher de parler. Autre titre ce soir avec un conflit qui perdure à la SNCM. On en est au 9e jour de grève. On parle souvent des enjeux financiers, des dettes à plusieurs millions d'euros, des milliers d'emplois menacés. Et justement, aujourd'hui, nous avons cherché à mettre des visages sur ces emplois. Nous sommes allés à la rencontre de 2 salariés qui sont à la SNCM depuis une trentaine d'années. 2 hommes qui se battent pour sauver leur emploi. C'est un reportage d'Ali Martiniki. William et Frédéric travaillent à la SNCM depuis une trentaine d'années. J'étais garçon au début. Après, je suis rentré garçon de cuisine. Dans les cuisines, on faisait tout ce qui était propreté, les pluches, tout ça. Et après, on est passé cuisinier, tout ça. Depuis 5 ans qu'on nous a privatisés,
On s'est rendu compte que tout ce qui nous appartenait a été vendu. On a vendu les bijoux de famille, on a tout vu arriver. Vous avez dit vous aurez moins de jours de congé, il faut travailler plus. Et il fallait 500 personnes pour un départ. Et de là, il y aura des bateaux neufs, finalement il n'y a rien. Devant ce bateau, leur outil de travail, William veut encore y croire. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est de voir arriver d'autres bateaux avec un pavillon français. Qu'on garde le pavillon français. Parce que là, c'est toutes les écoles de marine françaises qui seront touchées. L'horizon s'assombrit pour nos deux grévistes, mais ils ne veulent rien lâcher. Ça, on ne veut pas le croire quand même. On va tout faire pour pas y en arriver là, mais c'est ce qu'ils ont programmé. C'est ce qu'ils ont programmé. Dans ce travail qui est élaboré depuis 3-4 ans en arrière, il n'était absolument pas question de fin. Il était question au contraire d'avenir, de modernité, d'outils de travail neufs. En 30 ans, William et Frédéric ont ensemble mené des combats. Ils jettent leur dernière force dans cette bataille, dans l'espoir de sauver leur emploi et de continuer à cuisiner à bord des navires de la SNCM. En votre absence, votre domicile ou votre commerce peuvent être une cible privilégiée pour les cambrioleurs. Pour les dissuader, policiers ou gendarmes, selon les zones, patrouillent à proximité des biens laissés vacants et vérifient l'absence d'effraction. Il suffit pour cela de signaler à l'avance votre départ en voyage. Les détails avec Lucie Secconi et Marine Zambrano. Plus question de laisser ses clés dans un pot de fleurs, des personnes mal intentionnées pourraient s'en emparer. C'est ce que préconise la police nationale pour protéger sa maison. Mais comme cela ne semble pas suffire, une opération Tranquillité Vacances est mise en place pour lutter contre les cambriolages. C'est la possibilité pour les Montpelliérains et toutes les personnes qui habitent sur le secteur de signaler leur départ en vacances pour que la police puisse passer à leur domicile pendant cette absence et vérifier qu'effectivement il n'y a pas de problématique particulière, il n'y a pas eu de cambriolage. Les policiers se prêtent au jeu et doivent parfois se mettre dans la peau de cambrioleurs pour assurer la sécurité du domicile. Une surveillance qui a tout de même ses limites. Le gros souci que l'on a rencontré, c'est un portail fermé à clé, assez haut, avec des pics. Du coup, on ne peut vraiment faire que une détection visuelle de l'extérieur de la maison. Bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, on prend contact avec les riverains qui nous renseignent sur le passage, sur diverses questions que l'on peut poser. Sur l'année 2013, seuls 350 domiciles se sont inscrits à cette opération, un dispositif qui a du mal à convaincre. La nuit, ils sont pas là, la police vient seulement la journée. Et les effractions, le cambriolage, c'est la nuit, c'est pas la journée. Si la présence policière peut dissuader les potentiels voleurs, tous s'accordent à dire que rien ne remplace la vigilance du voisinage. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé. Nicolas Sarkozy à la télévision. C'était tout à l'heure chez nos confrères de TF1. L'ancien chef de l'État a répondu aux questions de Gilles Boulot et Jean-Pierre Elkabbach pendant une vingtaine de minutes. Cette intervention télévisée fait suite à sa mise en examen d'hier soir. Il est toujours soupçonné d'avoir bénéficié de façon illégale de renseignements judiciaires sur des affaires le concernant. L'occasion donc pour l'ex-président de se défendre. Ces motifs ont été retenus dans le seul souci de la continuation d'humilier, de m'impressionner, de m'empêcher et de me diffamer. Je vous le dis bien dans les yeux. Je n'ai rien à me reprocher. Vous m'entendez? Rien. C'est ce qu'on appelle un virage à 180 degrés. Le gendre d'Hélène Pastor, accusé d'avoir commandité l'assassinat de sa belle-mère le 6 mai dernier, est revenu sur ses aveux devant le juge des libertés cet après-midi. Wojciech Janowski avait pourtant avoué la semaine dernière être impliqué dans le meurtre de la milliardaire monégasque. Manuel Valls repousse le compte pénibilité. Ce projet devait entrer en vigueur le 1er janvier 2015, mais une partie de ce plan est repoussée à 2016. C'est le cas par exemple pour les métiers nécessitant le port de charges lourdes ou l'utilisation d'engins à vibration mécanique. Cependant, pour les travailleurs de nuit ou encore le travail répétitif, le plan s'appliquera bien début 2015. Le compte pénibilité doit notamment permettre aux professions exposées à des conditions de travail pénibles de partir plus tôt à la retraite. Cette annonce intervient après la menace des syndicats de patrons de boycotter les conférences sociales des 7 et 8 juillet prochains.
C'est un véritable phénomène de société. De plus en plus de Français se convertissent au bio. La consommation de produits bio a progressé de 9% en un an. Et pour faire face à cette demande grandissante, les producteurs et les grossistes du marché d'intérêt national de Montpellier doivent se mettre à la page. Céline Durchon, Lucie Séconi. Des figues grisettes, des radis et carottes fan multicolores et plus de 50 variétés de tomates différentes, voilà ce qu'on peut trouver au marché d'intérêt national de Montpellier. Des productions locales de plus en plus rares et diversifiées pour répondre aux nouvelles tendances de consommation. Pour pas être trop concurrencé, il faut se cibler sur une certaine clientèle ou sur certains produits. Ce que nous on fait, on est plutôt ciblé sur des produits haut de gamme et des produits spécifiques. L'idée c'est comme les gens veulent beaucoup de bio, et au moment de le payer, en fait comme c'est toujours plus cher, ils se rabattent sur les produits conventionnels. Donc nous le but, on a une gamme assez large pour répondre à l'ensemble de la clientèle. Les produits biologiques font également partie des nouvelles tendances de consommation. Leur production a doublé en l'espace de 5 ans et le Languedoc-Roussillon est la 2e région de production. L'entreprise MK Bio a prévu de s'implanter aux mines de Montpellier dès le mois d'octobre. Une manière de proposer une plateforme de distribution avec une offre qualitative de fruits, légumes et épiceries biologiques. On peut avoir des produits bio meilleurs en goût, en termes de goût, mais c'est trop complexe. Le produit est trop complexe pour s'arrêter au bio. On a le producteur, le travail du producteur, le terroir, c'est plus une prise de conscience des consommateurs qui veulent bien manger avec des produits bio qui ont du sens, c'est-à-dire des produits qui ont du goût et des produits locaux. Avec des produits très spécifiques et son carreau de producteurs locaux, le mine de Montpellier fait partie des endroits où les fruits et légumes sont gages de qualité. Alors manger 5 fruits et légumes par jour avec des bons produits devient plus facile. Doit-on interdire certains types de vêtements dans les établissements scolaires? La question revient fréquemment dans l'actualité. Il y a eu le débat sur le voile, celui sur le string, mais au très prestigieux lycée de Provence, dans le 8e arrondissement de Marseille, c'est le prix de certains vêtements et accessoires qui pose problème. Dans cet établissement privé, le directeur a décidé de faire la guerre au bling-bling. Justine Chauvin. Fini les vêtements ou les sacs de marque. À l'école de Provence, les élèves devront suivre un code vestimentaire précis aux grandes dames de... C'est pas mal de mettre des mesures s'ils veulent au niveau des marques, oui, pour contrer justement cet esprit qu'il y a, surtout au collège d'ailleurs. Mais après, il faut laisser une certaine liberté dans la façon de s'habiller, sinon on va tous devenir pareils. Pour Magali, une ancienne de l'école, c'est une très bonne initiative. Elle a elle-même été victime des inégalités entre élèves. J'ai eu des insultes sur mes cahiers, des chewing-gums dans mes cheveux, donc j'ai quand même sacrément morflé ce collège, quoi. Et du coup, je pense que c'est en partie à cause de ça, c'est les mentalités qui sont t'as pas d'argent, on t'aime pas. Et ces mentalités étaient déjà présentes il y a une dizaine d'années. Eh bien, on commençait déjà à le sentir, sans doute beaucoup moins que maintenant, mais c'était un problème en ce qui nous concerne tout au moins. Oui, on commençait à insister beaucoup là-dessus, ça prenait beaucoup d'importance aux yeux de nos enfants et en particulier de nos filles. Pour mettre fin à cette situation, le directeur de l'école a décidé d'agir, mais sans imposer l'uniforme à ses élèves. Et puis justement, ce qu'on voulait, c'est pas seulement étouffer le problème, c'est-à-dire on va mettre une blouse, puis comme ça on est tranquille. C'est plutôt de poser un cadre qui permet aux enfants et aux adultes de dialoguer et de voir que chaque gamin peut inventer son style. Des élèves issus de différents milieux se côtoient dans cet établissement. Le problème est que l'apparence pour les plus jeunes est souvent un poids qui peut vite coûter très cher.